Salut à tous et bienvenue sur Parallèle Archive. Aujourd'hui je vais vous présenter un sujet sur lequel je travaille depuis un moment et j'ai vraiment envie d'en parler parce que j'adore ce sujet. Et je suis sûre que vous allez trop l'aimer. Donc le titre de la vidéo il est assez intéressant, assez drôle, donc je me suis amusée vraiment à l'écrire. C'est une vidéo qui va porter sur l'influence de Marcel Duchamp chez les designers contemporains. Donc je vais vous parler un petit peu de Marcel Duchamp dans un premier temps, de sa carrière, mais très rapidement parce que Marcel Duchamp c'est un artiste qui est très connu et il y a d'autres contenus sur YouTube qui expliquent très bien toute sa carrière. On va juste s'arrêter nous sur ce qui a inspiré les autres designers au sein de la carrière de Marcel Duchamp. Et ensuite je vais vous présenter deux exemples de l'histoire du design qui sont tous les deux très importants et qui sont tous les deux établis dans deux périodes différentes. Donc on va faire ça tout de suite. C'est parti! Et on commence avec Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, c'est l'un des artistes français les plus connus dans le monde. Il est né en 1887 et il est souvent associé au mouvement artistique du Dada, les dadaïstes, mais il se définit lui-même comme n'appartenant à aucun mouvement dans l'art particulier. Son art va vraiment s'inspirer non seulement des Dada, il sera très proche de ces cercles, mais également des surréalistes comme Dali par exemple. Déjà réputé au début du XXe siècle pour son travail en tant que peintre, il va confirmer sa notoriété en expérimentant autour de l'œuvre, autour de la signification de l'œuvre d'art et de sa place au sein des expositions. Nous, on va se concentrer sur ce travail de la carrière de Marcel Duchamp et c'est d'ailleurs le travail qui ressort le plus au sein de sa carrière. Il est très connu pour ses peintures, mais il est encore plus connu pour ce que je vais vous présenter tout de suite. Au début des années 1910, il va commencer à réfléchir à un nouveau moyen de créer et il va commencer à s'intéresser aux objets du quotidien, aux objets banals qui sont créés par centaines dans des usines. Il va s'attarder sur ces objets et essayer de comprendre quelle est la différence entre un objet du quotidien, je sais pas, un ustensile, un objet de déco, un meuble, et puis une œuvre d'art qui est exposée dans un musée. À partir de 1913, il va décider de faire primer l'idée de l'œuvre avant son résultat. Et il va inventer ce qu'on appelle des ready-made. Un ready-made, c'est une expression qui vient de l'anglais already made, qui signifie déjà fait, et qui désigne un objet créé de manière industrielle à la chaîne et qui va être érigé au rang d'œuvre d'art par l'artiste. Il débute avec l'œuvre Roue de bicyclette qu'il va présenter à l'Armory Show à New York et qui va vraiment faire un boom dans sa carrière et confirmer son statut d'artiste non seulement en France, puisqu'il est déjà connu dans les cercles d'artistes français, mais également au niveau international. Il s'agit tout simplement d'une roue de bicyclette qui va venir fixer sur un tabouret. Dépourvus de leur fonction d'origine, on ne peut pas utiliser la roue pour rouler et on ne peut pas s'asseoir sur le tabouret. Les deux objets, une fois assemblés, forment une sculpture soumise au jugement du regardeur. Il va réaliser au cours de sa carrière bien d'autres ready-made qu'on évoquera au cours de cette vidéo, mais le plus connu de sa carrière, ça va vraiment être Fontaine, qui va lui être attribué. Bon, il y a des controverses sur ce sujet. Fontaine est tantôt attribué à Marcel Duchamp, tantôt attribué à une artiste allemande de la même période qui s'appelle Elsa von Freytag. Donc il y a vraiment une controverse sur ce sujet, mais pour l'instant Fontaine s'est attribué à Marcel Duchamp, donc on va travailler à partir de cette attribution. Il va présenter cette œuvre en 1917 à l'exposition de la Société des Indépendants de New York. Bon, c'est un peu l'équivalent de le Salon des Refusés à Paris. En fait, c'est des artistes qui sont pas validés entre guillemets par l'Académie de peinture qui en fait régit toutes les œuvres qui sont bonnes à exposer, pas bonnes à exposer. Et donc les artistes prennent l'initiative d'ouvrir leur propre salon indépendant pour exposer toutes les œuvres qui existent, sans censure. C'est drôle de dire ça puisque en fait justement cette œuvre elle va être censurée, elle va être refusée du salon des indépendants, ce qui est assez drôle parce que voilà, donc l'ouverture du jury n'a pas été à son comble ce jour-là. Ce qui est intéressant aussi donc c'est que l'œuvre elle va pas être signée Marcel Duchamp. L'artiste il va utiliser un pseudonyme et il va signer son œuvre R. Mut. Donc ça c'est une signature ultra connue qui est reprise aussi par des street artistes et donc l'artiste il utilise ce pseudonyme pour passer un peu incognito parce qu'il est très connu dans ce salon et il est même jury à ce moment-là. Donc il présente cette œuvre et l'œuvre elle est refusée par le jury parce qu'elle est jugée
immoral et le jury pense que c'est une plaisanterie et que c'est un canular en fait tout simplement. Mais pourquoi? Bah, vous le voyez juste ici, en fait, Fontaine, c'est tout simplement un urinoir que l'artiste a acheté et qu'il a retourné et sur lequel il a signé de ce pseudonyme. Donc vraiment c'est une œuvre assez provocatrice et qui vraiment confirme ce statut du ready-made qu'il développe depuis quelques années. Fontaine, c'est une des œuvres les plus scandaleuses et mystérieuses du XXe siècle et c'est vraiment une œuvre qui va marquer un tournant dans l'histoire de l'art. C'est aussi une œuvre qui est très empreinte d'humour. Le travail de Marcel Duchamp, il est très important, et notamment sur sa recherche par rapport au ready-made, puisqu'il invente une nouvelle manière d'accueillir l'œuvre qu'on a en face de nous. En exposant des objets communs, banals, il épure le quotidien, l'utilitaire, et il invite le spectateur à lire l'œuvre avant de l'admirer. La fonction avant l'image. L'utilitaire avant le beau. Avant de passer aux deux exemples que je vous ai annoncé en début de vidéo, on va refaire un récapitulatif. Le processus du ready-made de Duchamp, pour résumer, c'est prendre un objet de départ, un objet commun, banal, qui existe partout, qui est accessible à tout le monde. Prendre cet objet-là, lui apporter une petite modification, mais pas quelque chose de très important, que ce soit une signature ou la position, par exemple l'urinoir qui est retourné pour s'appeler Fontaine, voilà, et ensuite l'ériger en tant qu'œuvre d'art. Alors maintenant que je vous ai expliqué la démarche de l'artiste, la démarche de Marcel Duchamp, la démarche primaire, je vais vous énoncer deux exemples qui, durant l'histoire du design, l'histoire de l'art, ont été très importants, des exemples ultra contemporains qui reprennent en fait cette philosophie de Marcel Duchamp, cette philosophie humoristique et cette philosophie du ready-made. Premier exemple, Achille et Pierre Giacomo Castiglioni. Né au début du XXe siècle, Achille et Pierre Giacomo Castiglioni s'associent à partir de 1944 pour créer ensemble. Cette période assez instable entre l'émergence de l'art moderne et la Seconde Guerre mondiale n'effraie pas les deux frères Castiglioni, comme de nombreux artistes de cette époque qui eux aussi également veulent apporter une nouvelle vision et de nouvelles œuvres au sein de l'histoire du design. Ils sont tous deux architectes diplômés, mais ils vont faire face à de grandes périodes sans commande, puisque la période des années 40 est assez instable économiquement et politiquement. Pour continuer à travailler, ils vont donc décider de se tourner vers le design d'objets et créer en tant que designer dans les studios de création Zanota et puis Floss. La philosophie de création des objets des frères Castiglioni, c'est de mettre en avant la fonction de l'objet avant son esthétique. Ça vous rappelle rien ? Et justement, le ready-made et l'humour, c'est des choses qui sont non seulement au cœur des créations des dadaïstes, mais également des choses qui sont empreintes dans les designs des frères Castiglioni. Achille Castiglioni dira d'ailleurs lui-même « L'un de mes secrets est de toujours plaisanter ». On remarque d'ailleurs cela dans leur tabouret Celle-là, qui va être dessiné en 1957 et commercialisé par Zanota à partir des années 1983. Ce tabouret assez atypique, assez humoristique, il a été dessiné parce qu'il est dans un premier temps peu encombrant et c'est un tabouret qui sert en fait à être sorti du KGB lorsque l'on veut s'asseoir dans le couloir pour passer un appel téléphonique. Les téléphones à l'époque, ils sont contre le mur, on ne peut pas bouger avec, donc il y a un fil, donc on s'assoit pour téléphoner. Alors ce tabouret là, il avait cette fonction là. Et la selle qui est dessinée, la selle de cycliste sur laquelle on s'assoit pour passer cet appel téléphonique, elle est volontairement très peu confortable justement pour pas trop prolonger les appels téléphoniques qui étaient assez coûteux à l'époque. Pour pousser encore un peu plus l'humour, le pied lesté de ce tabouret, il s'inspire de quelque chose d'assez décalé par rapport au début du siège, par rapport à cette selle. Ce pied lesté, il est inspiré en fait des bottes culs sur lesquelles les agriculteurs s'assoient pour traire les vaches. Donc c'est un mélange assez atypique, assez humoristique qu'ils font là. Et puis ça fait quand même quelque chose d'assez drôle, un objet assez iconique à avoir chez soi aujourd'hui.
Ce mélange atypique et plein d'humour, ça va vraiment être la recette de leur succès. Leur travail, il est vraiment empreint d'humour, mais il est également empreint de paradoxe. C'est-à-dire qu'ils aiment créer de la tension, comme beaucoup d'artistes dans leur création, et notamment mélanger des concepts complètement différents aux antipodes, par exemple modernité et tradition. C'est le cas pour la lampe Tatya, qu'il dessine en 1962 pour Floss. Cet objet iconique de l'histoire du design, il a été pensé en deux parties. Dans un premier temps, on a le corps en aluminium extrudé de la lampe. Alors déjà, l'aluminium extrudé, à la différence de l'aluminium traditionnel, il a la particularité d'être beaucoup plus rigide. Pour cause, cette rigidité, elle est due au processus de fabrication en fait, qui consiste à faire chauffer les plaques d'aluminium en les compressant à travers une filière qui forme ces rainures qu'on trouve tout autour de la lampe que l'on appelle le profilé. En plus d'être rigide, ce choix de matière lourde, il assure vraiment une stabilité à la lampe qui a vraiment une taille assez conséquente. Et puis également, c'est un matériau qui est très isolant et c'est quelque chose de très important puisque l'ampoule qui chauffe, elle se trouve en fait dans le corps de la lampe. Donc c'est important d'avoir un matériau isolant pour maintenir cette chaleur. Le corps de cette lampe, il est donc très moderne puisqu'il est fabriqué de manière industrielle avec des matériaux qui sont tout d'abord pensés pour leur fonction avant leur esthétisme. La rigidité, le poids, l'isolation thermique. À ce corps métallique, les frères Castiglioni vont venir apposer une grande cloche en verre qui va être fabriquée avec du verre provenant des souffleries de Murano. Ça, c'est la partie traditionnelle de l'objet. Donc, ce verre de Murano, c'est une ville qui se trouve près de Venise en Italie, dans laquelle on trouve des souffleries antiques qui sont connues dans le monde et qui étaient principalement sollicitées lors du Moyen-Âge par les souverains pour des commandes de cadeaux royaux. Cette grande cloche en verre, elle n'est pas fixée sur le pied de la lampe, elle est simplement apposée dessus, donc on peut la bouger, on peut l'enlever, et en fait, son utilisation est très intéressante puisqu'ils vont faire souffler cette grande cloche, la poser sur la lampe, et ensuite on peut moduler la lumière, la direction de la lumière, comme en fait un projecteur industriel. Donc le paradoxe, il est là, on a d'un côté ce pied très rigide, très lourd, qui a son esthétisme, mais à l'époque quand même c'est quelque chose d'assez innovant. Maintenant c'est quelque chose d'assez répandu d'avoir ce côté un peu usine dans des objets qu'on a chez soi. Et puis associé à ça, ils mettent quelque chose de très particulier puisqu'ils mettent ce verre très délicat, très précieux, soufflé à la main. Donc c'est assez audacieux finalement comme association. On voit déjà que dès la moitié du XXe siècle, l'œuvre de Duchamp, elle continue de vivre après, au-delà de lui, et on a des designers contemporains qui créent à partir de ça, et qui créent des choses complètement différentes de ce que Marcel Duchamp a fait, mais on sent quand même que sa patte est dedans, quoi. Un autre designer très connu, qui lui aussi s'est inspiré de Marcel Duchamp tout au long de sa carrière, dernier exemple, Virgil Abloh. Né en 1980 dans la banlieue de Chicago, le regretté Virgil Abloh est un exemple de réussite créative sur tous les plans. DJ, designer, styliste, ancien directeur artistique de la maison Louis Vuitton Homme, c'est vraiment un parcours de fou qu'il a eu, et puis c'est un parcours qui est extrêmement connu. C'est un designer incontournable du 21e siècle. Petite historique rapide, après des études d'architecture et d'ingénierie à l'université de Chicago, il va rejoindre Donda, le studio créatif de Kanye West, à partir de 2010. Il va par ailleurs rester proche de Kanye West tout au long de sa carrière et être notamment le directeur artistique derrière des projets tels que Watch the Throne de Kanye et Jay-Z, et puis également Yeezus de Kanye. En 2012, il est aussi reconnu pour sa marque Pyrex Vision, sa marque capsule Pyrex Vision, qui va complètement changer la donne. Il va créer une collection en fait à partir d'un vendu qu'il va récupérer chez Ralph Lauren, des chemises à carreaux notamment, sur lesquelles il va venir apposer son logo Pyrex Vision et puis le numéro 23 qui est le numéro de son idole Michael Jordan, le basketteur. On a donc un objet produit en masse, la chemise à carreaux Ralph Lauren, sur laquelle l'artiste va venir poser son logo pour la revendre. Ça vous rappelle rien ? Et d'ailleurs, il assume complètement cette inspiration de Marcel Duchamp et il va la souligner encore plus quand il va lancer son autre marque Off-White en imprimant sur des pièces des reproductions des grands maîtres tels que Caravage.
sur lesquels il va une nouvelle fois apposer son logo. Ça, c'est un clin d'œil évident à une œuvre de Marcel Duchamp qui a aussi beaucoup choqué à son époque, qui s'appelle très sobrement LHOOQ. Voilà, donc je vous laisse faire le lien. Et on a en fait, du côté de Marcel Duchamp, une reproduction de la Joconde sur laquelle il va venir peindre une petite moustache pour se la réapproprier tout simplement. Donc là, c'est la Joconde de Marcel Duchamp. Pour les deux artistes, détournement des grands maîtres. Ce qu'il faut savoir également, c'est que Virgil Abloh, c'est quelqu'un de très influent dans la culture sneakers. Cette culture de la basket, elle naît à partir des années 80, plus précisément à partir de 1985, puisque ça va faire un boom avec la sortie de la Air Jordan, Nike en collaboration avec le basketteur légendaire Michael Jordan. Ça va vraiment être la basket qui va déclencher cette envie de collectionner la basket et d'exposer surtout la basket. La basket, ça devient donc un objet du quotidien qui va petit à petit augmenter en cote et devenir un objet d'art. Alors Virgil Abloh, je vous ai dit, c'était un grand fan de Michael Jordan, il lui a d'ailleurs déjà rendu hommage dans sa capsule Pyrex Vision, mais il va lui rendre une deuxième fois hommage puisqu'il va avoir l'honneur en 2017 d'être invité par Nike pour commercialiser une version réinventée de la Air Jordan. Pour cette basket, on peut bien évidemment la mettre sous l'influence, elle est vraiment empreinte de ce répertoire du ready-made, mais on peut également directement la comparer à une autre œuvre de Virgil Abloh qui est en fait l'album Yeezus, la couverture de l'album Yeezus de Kanye West. Pour ces deux œuvres, il va vraiment épurer tout le design de l'œuvre, que ce soit pour l'album ou pour la basket, pour vraiment revenir à la fonction essentielle, à l'essence même de l'objet. On retrouve un CD sans couverture avec simplement un sticker rouge qui va venir refermer le boîtier. Ça, c'est déjà un design, même si c'est quelque chose qui nous paraît vraiment vide, entre guillemets. C'est un design, mais c'est quelque chose d'extrêmement épuré et qui vraiment change de ce qu'on peut voir dans les rayons CD. Mais justement, avec cette réduction radicale, l'acheteur qui va passer devant cet album, il va être intrigué par l'objet lui-même, par ce que l'album contient, quelles sont les musiques qu'on a dessus. Et donc ça donne envie d'acheter, ça donne envie de découvrir parce qu'on se base pas sur l'esthétique de l'album, on se base sur sa fonction, sur la musique. Alors pour ça c'est vrai qu'il s'inspire un peu de Duchamp, mais il s'inspire également et surtout de la culture du bootleg, de la culture des CD gravés qu'on a énormément à la fin des années 90, début des années 2000. On grave ses CD depuis son ordinateur pour économiser de l'argent, donc ça c'est une culture, et puis les CD ils sont à la revente illégalement, tout ça. Ça c'est une culture qui est très ancrée aux États-Unis surtout, et donc il s'inspire vraiment de ça, de ces CD qui n'avaient pas de couverture pour créer Yeezus. C'est pareil pour la basket qu'il va créer en 2017, pour la Air Jordan, il va vraiment l'épurer de tout artifice entre guillemets pour qu'on revienne à la basket de base, et en fait cette épuration radicale, elle va se concentrer sur la fonction de l'objet et également donner cet aspect non fini. Dans l'histoire de l'art classique, on appelle ça le non finito, c'était quelque chose que Michel-Ange aussi faisait dans ses peintures. Il laissait des endroits de ses peintures non finis pour intriguer en fait le spectateur. Pour conclure cette vidéo, on peut dire qu'au fil des années, l'héritage de Marcel Duchamp, il a vraiment inspiré énormément d'artistes pour qu'ils reviennent à leur essentiel et comprennent finalement la fonction de l'objet et le design de l'objet avant de lui ajouter des artifices. Et c'est une philosophie qui est reprise et reprise et reprise parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qui peut évoluer avec le temps. La force de son œuvre, comme pour les œuvres des frères Castiglioni mais également de Virgil Abloh, réside dans sa capacité à se renouveler à l'infini. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires comme d'habitude et des j'aime, et puis si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur Parallèle Archive. Bye!